Et j'ai bénéficié d'un soutien indéfectible de la part de la Fondation Orange à un moment où ça n'était vraiment pas facile pour moi. Et dans les 3 domaines clés où la Fondation Orange intervient, d'abord la recherche dont on parle aujourd'hui. La Fondation m'a permis d'être intégrée dans un groupe international qui est l'IMSAC, donc le Consortium international de génétique moléculaire de l'autisme, d'entraîner dans cette belle aventure avec moi des doctorants qui ainsi ont été formés à toutes les méthodes de diagnostic les plus sophistiquées. J'ai été aidée aussi dans le domaine des structures, puisque l'unité diagnostique à l'hôpital Agrave avait été bien aidée, puis maintenant le CESAD dont je m'occupe, et également dans la formation, puisque le premier DU à dimension européenne qui a été créé à Toulouse a été aussi soutenu par la Fondation. Et maintenant, nous avons développé un master professionnel pour les psychologues. Et je crois que tout ça va dans le même sens. Et donc, un grand merci à la Fondation Orange et à tous les gens qui ont participé. Donc, je vais vous parler des nouvelles approches du diagnostic précoce dans les troubles du développement. Donc, on l'aura déjà compris au travers des exposés de ce matin, que le diagnostic précoce est un enjeu majeur pour tout le monde. Tout le monde a compris qu'on voulait avancer l'âge du diagnostic, mais bien évidemment le rendre aussi plus fiable. Parce qu'on ne peut pas lancer un diagnostic ou une suspicion sans devoir bien confirmer, parce qu'on sait que c'est quand même un séisme important dans une famille que de recevoir un tel diagnostic. Alors, pourquoi ce diagnostic précoce? Bien, en raison de la plasticité cérébrale, ce qu'on va faire avec de jeunes enfants va avoir un impact à plus long terme. Et Monica a parlé de cette trajectoire sociale ou moins sociale. Et c'est vrai que l'enjeu des prises en charge précoces, c'est ça, c'est d'essayer de solliciter chez ces enfants le côté social pour améliorer leur développement par la suite. Alors il y a des signes d'alerte pour un trouble envahissant du développement qui ont déjà été bien décrits, qui figurent dans les recommandations pour le diagnostic. Donc, dans le domaine de la communication, les perturbations dans le domaine du langage, l'utilisation inappropriée du langage, la difficulté à répondre aux prénoms. Pourtant, les enfants, c'est souvent un examen qu'on fait tout de suite, on vérifie l'audition, et pourtant, quand ils sont occupés dans une tâche visuelle essentiellement, eh bien, ils vont répondre plus difficilement à l'appel de leur prénom. Et puis des déficits dans la communication non verbale qui ne va pas se substituer à la communication verbale qui est elle-même déficitaire. Dans le domaine social, donc, on va retrouver les difficultés au niveau de l'imitation, et noté manque d'imitation, mais Jacqueline Nadal nous montrera tout à l'heure d'une manière magistrale, comme elle sait le faire, qu'il n'y a pas un manque total d'imitation, il y a simplement une compétence à activer. On voit que les enfants ne montrent pas les objets aux adultes comme le font les petits-enfants au développement ordinaire. On a fait un infâme gribouillis, on l'apporte pour montrer, pour partager. C'est une expérience sociale. Et les enfants avec autisme le font beaucoup moins ou beaucoup plus tardivement. Un manque d'intérêt pour les autres enfants, ou alors un intérêt inhabituel. L'enfant va s'avancer et bousculer par exemple l'autre enfant pour attirer son attention, ou va manipuler ses cheveux. Donc il va s'y intéresser d'une manière, encore une fois, qui n'est pas tellement sociale. La difficulté à reconnaître les émotions d'autrui, on en a déjà beaucoup parlé, et on connaît maintenant beaucoup mieux les substrats
au niveau du système nerveux central, une restriction dans les jeux imaginatifs, et on a un enfant donc, qui n'entre pas vraiment dans les jeux sociaux et qui peut avoir aussi des relations étranges avec les adultes, soit une indifférence, soit parfois un manque de sélectivité, c'est-à-dire l'enfant qui va s'adresser à un adulte inconnu en lui faisant des remarques qui vont paraître inappropriées. Et enfin, dans le secteur des intérêts, activités, autres comportements, on va retrouver des problèmes sensoriels avec l'insensibilité tactile ou auditive, ou l'hypersensibilité tactile ou auditive, des problèmes de maniérisme, des problèmes de conduite oppositionnelle qui sont souvent liés à la frustration, aux difficultés de communication ou liées à la résistance au changement. L'enfant va être perturbé quand on va essayer de ranger différemment les petites voitures, par exemple, qu'il a alignées. Et puis, des activités répétitives, alignement d'objets, éteindre, allumer la lumière, ouvrir, fermer les placards ou les tiroirs, autant de comportements que vous, les parents, vous connaissez très bien pour les avoir observés. Alors, chez un enfant de moins de 2 ans, donc là, on remonte dans le temps pour essayer de faire le diagnostic plus précocement, on va noter de la passivité, un manque de réactivité sociale, une difficulté d'approchage visuel. Vous voyez que dans toutes les communications précédentes, on a montré déjà tous ces éléments, et la clinique rejoint tous ces travaux qui ont été présentés. Les difficultés d'attention conjointe, on retrouve le retard du langage, l'absence de pointage pour partager socialement, l'absence de désignation d'objets et l'absence de jeu de performance. Donc ça, c'est ce qui est connu, et le problème est de savoir comment on va utiliser dans un système efficace de dépistage et de diagnostic précoce. Alors, dans les recommandations sont présents les signes d'alerte absolue. Pas de babillage, de pointage ou d'autres gestes sociaux à 12 mois, absence de mots à 18 mois, absence d'association de mots à 24 mois, et une perte de langage ou de compétences sociales, quel que soit l'âge. Donc ces signes sont connus. Comment mettre en place le diagnostic? Il faut avoir mis en place un système. C'est pas chacun dans son coin qui va faire du dépistage. Le dépistage, ça s'organise. Et le dépistage, c'est la porte d'entrée pour le diagnostic précoce. Alors on peut faire un dépistage en population tout venant, c'est ce que nous avons essayé de mettre en place et dont on va vous parler. Et puis, on peut faire un dépistage en population à risque. Il y a beaucoup d'études à l'heure actuelle sur les populations à risque que constituent les fratries d'enfants dans lesquels il y a déjà un enfant atteint. Comme on vous l'a déjà dit, pour le moment, on n'a que les comportements pour repérer le risque de voir se développer un autisme. Donc, le programme qui avait été soutenu par la Fondation Orange est un programme qui visait à valider 2 outils, le M-Chat et le chat, sur population française. Le M-Chat est un questionnaire en 23 questions qui est proposé aux familles. Comme on l'a déjà dit, les familles sont les experts de leur propre enfant, et les inquiétudes qui sont manifestées précocement par les parents doivent être relevées. On espère qu'il révolue la période où le pédiatre adoptait une attitude un peu paternaliste en disant « Mais madame, vous êtes anxieuse, laissez, il va se développer, etc. » Donc, cette période-là, on espère qu'elle est passée, et que la parole des parents qui ont perçu une anomalie chez leur enfant va être entendue. Donc,
le dispositif que nous avons prévu est le chat rempli par les parents lors de la visite des 24 mois. Le chat rempli par les médecins ou les personnels de crèche formés. Alors, je dois vous dire que ça a été un énorme travail, c'est-à-dire qu'on a conçu un module avec ma doctorante Sophie Baduel. On a conçu un module de formation avec un rappel des signes qu'il fallait rechercher, avec des petites illustrations, des petites vidéos dans lesquelles on montrait à la fois comment réagit un enfant au développement typique et comment réagissent des enfants qui sont suspectés d'autisme avec des degrés divers. Alors, on leur fait des petits exercices où on leur fait tracter les signes et où ils se trompent parfois parce qu'ils sont tellement persuadés qu'il faut trouver les signes qu'ils en trouvent chez les enfants ordinaires. Et donc, c'est là toute l'importance de la formation. Il faut bien sûr pas alerter toute la population, mais savoir détecter effectivement chez les enfants qui vont développer un autisme. Donc, on réalise ensuite une évaluation complète lorsqu'un enfant a été détecté avec l'une ou l'autre des techniques ou les deux. Et bien entendu, on va envoyer vers une équipe qui va faire un diagnostic complet et ensuite une prise en charge dans la foulée. À 36 mois, les enfants sont revus par le médecin et donc on va confirmer ou non le diagnostic. Alors cette étude dont l'acronyme était Dépiste Autisme, a permis d'inclure 1160 enfants de 24 mois. Ça doit vous paraître considérable, c'est ridicule par rapport aux groupes qui sont recrutés dans les autres pays. Ça veut dire qu'on a beaucoup de mal, même en mettant beaucoup d'énergie, à mobiliser tout ce monde, tout ce réseau qui devrait participer au dépistage de l'autisme. Donc, comme vous le voyez, on a inclus 1160 enfants. Parmi ceux-là, 32 ont été suspectés par les techniques que je viens d'exposer. 15, après avoir été examinés à fond, ont reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique confirmé à 36 mois. 13 ont reçu un diagnostic de retard du langage ou de retard global. Et parmi les enfants qui ont été dépistés ici avec les techniques, on en a 4 qui avaient un développement typique. C'est ce qu'on appelle les faux positifs. C'est pour ça qu'il faut valider les techniques, c'est-à-dire qu'on a 4 enfants qui, parce qu'ils étaient un peu timides ou parce qu'ils n'étaient pas bien ce jour-là, ont vu leur comportement un petit peu déviant noté par le médecin, par exemple, et donc ont été surveillés, ont bénéficié d'une surveillance. Et puis on en a 1128, heureusement, une grosse proportion d'enfants pour lesquels tout allait bien avec les techniques de dépistage. Et on a un enfant faux négatif, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas été dépisté malgré la vigilance, malgré l'application des techniques. Parmi les 16 diagnostics de troubles du spectre autistique, on en a 10 qui ont été dépistés grâce aux 2 techniques associées et 5 qui ont été dépistés grâce au chat. Et on a donc un faux négatif comme déjà indiqué. Pour les enfants qui ont, les 13 qui ont reçu un diagnostic de désordre global du développement, 8 avaient été dépistés par le chat et le chat et 5 avec le chat. Donc pour le dépistage des troubles du spectre autistique, sur 1160, on trouve 16 enfants avec un TSA,
Et on a donc dans cette population une prévalence qui est un peu élevée, mais ce qui n'est pas étonnant, je vous rassure, c'est pas parce qu'en Midi-Pyrénées il y a plus de risques, je vous rassure, c'est parce que les médecins qui ont été formés par nous sont beaucoup plus vigilants à aller rechercher tous les petits signes et finalement y traquer tous les enfants qui pouvaient présenter un problème. Alors, à noter que pour les enfants qui ont été dépistés alors qu'ils ne présentent pas un TSA, on a différentes pathologies. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas détailler trop ce tableau, mais disons que ce tableau résume en fait ce qu'on recherche quand on fait une validation d'un outil ou de deux outils pour ce cas précis. On va chercher à déterminer la sensibilité de l'outil, c'est-à-dire dans quelle mesure, avec nos filets, on va bien prendre les enfants qui sont concernés. Et puis la spécificité, c'est-à-dire est-ce que dans nos filets, on va pas prendre d'autres choses que ce que l'on recherche. Donc ces indices sont très importants pour dire que les techniques sont valides ou pas. Et on a aussi un autre indice qui est la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Alors les indices sont bons, ils sont très bons, disons, pour l'association des deux outils. Et ils sont bons également, ils sont encore meilleurs pour détecter les troubles du développement qui ne sont pas des TSA, bien sûr, puisque là, dans le filet, on prend beaucoup plus de choses. Alors, le dispositif qui est le meilleur, vous l'avez compris, c'est donc le regard croisé entre le parent qui a noté au quotidien certaines anomalies et l'observation du médecin. Ces résultats-là nous permettent de penser que peut-être on va pouvoir installer un dispositif performant qui permettrait de faire un dépistage de l'autisme en population tout venant. Alors on a des perspectives, c'est-à-dire qu'on a peut-être en perspective un financement qui permettrait d'installer ce système, ce dispositif vraiment en Midi-Pyrénées pour pouvoir plus tard le transposer, on espère, à d'autres régions. Alors les perspectives nouvelles, et je vais donner la parole ensuite à Quentin Guillon. Les perspectives maintenant pour nous, c'est la recherche d'indicateurs multiples pour non seulement faire les diagnostics plus tôt, mais les confirmer aussi de manière plus fiable. Et notre idée, c'est de croiser différents indicateurs qui ont été étudiés dans la littérature. Alors, périmètre crânien, on a montré que pas tous les enfants avec autisme, mais une proportion d'entre eux, présentaient un élargissement du périmètre crânien entre 6 et 12 mois. À l'IRM, il y a eu des travaux intéressants, je suis d'accord avec Monica, c'est pas la machine qui va dire oui ou non l'enfant présente un autisme, mais c'est un des indicateurs, et c'est le croisement des indicateurs qui va être intéressant. Il y a eu des études qui ont montré que l'activation n'était pas aussi bonne face à un stimulus auditif qui est représenté par la langue maternelle. Donc chez les enfants qui sont à risque de développer un autisme, et puis il y a l'oculométrie, on vous a déjà montré des travaux très intéressants sur la manière dont les enfants explorent soit un visage, soit une interaction sociale. Donc l'idée c'est que en associant les trois paramètres, en plus des anomalies du comportement, on devrait pouvoir aller vers un diagnostic plus précoce et plus fiable. Et évidemment, se pose une question éthique très importante, c'est celle de la prise en charge.
puisque beaucoup de parents se plaignent à juste titre de ne pas avoir rapidement une aide pour leur enfant et pour eux-mêmes. Et donc là, il y a un vrai problème. On améliore les techniques de diagnostic, on les rend plus précoces, mais il faut aussi mettre en place rapidement les méthodes d'intervention précoce. Alors dans le prolongement de ce programme-là, on va se servir aussi de ces indicateurs pour évaluer les enfants qui ont été inclus dans ce groupe et qui vont bénéficier d'un soutien grâce au modèle de Danber que je suis en train de mettre en place en France. Voilà, je vous remercie.